Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on fait une immersion dans une pouponnière d'épinettes à New Richmond. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je me retrouve avec France-Isabelle, qui est l'une des responsables de culture à la coop Sargim. On est en plein cœur de New Richmond. France, j'aimerais premièrement que tu m'expliques qu'est-ce que vous faites ici à Sargim. À la pépinière, ici, on produit des arbres forestiers pour le reboisement. En fait, on produit une grosse quantité d'arbres, c'est-à-dire 3 millions là, qui partent à chaque année pour être reboisés en Gaspésie. Fait que c'est des petits arbres que nous, on plante à partir de la semence pour devenir nos forêts québécoises qu'on connaît là, partout sur notre territoire. Donc, c'est un peu comme une grande pouponnière des épinettes. Exactement. On a tout plein de petits bébés à s'occuper, puis on en prend soin comme des bébés. En effet, on les a pas longtemps, mais on aime ça les bercer puis les rendre là, vraiment là, à maturité, des beaux arbres de forte dimension, donc des arbres qui vont atteindre là, un standard de 35 cm en moyenne pour les gros plants. Peux-tu me parler un petit peu du processus quand vous mettez la graine dans la terre jusqu'à la fin, quand vous les renvoyez là, plus dans la nature finalement? Oui, on a une chaîne de production là, dans laquelle là, on fait l'empotage, c'est-à-dire qu'on remplit les récipients, on met notre semence, on recouvre avec une petite roche qu'on appelle la silice pour garder notre humidité. Fait que ça, c'est la première année. Pendant cette année-là, les arbres sont mis en tunnel pour contrôler un peu plus la température, contrôler le niveau d'eau aussi dans le sol. Puis pour la seconde année, bien, on s'en va au champ faire une dernière année avec nous à la pépinière, dans laquelle on en a tout plein derrière nous. Là, ils vivent une deuxième année où ce qu'on contrôle un petit peu moins, mais qui s'adapte en même temps là, aux aléas climatiques là, environnants. Puis la troisième année, c'est l'année où ils sont livrés. Fait que dépendamment de la cédule, on amène les plants jusqu'à leur terme, finalement, à la hauteur souhaitée au cours de cette dernière année-là pour qu'ensuite soient livrés et plantés là, par les coopératives forestières ou d'autres organismes. C'est relevé par le ministère. OK, donc les arbres après sont utilisés pour du bois principalement? Pour la plantation en forêt, puis ensuite de ça, dépendamment, là, ce niveau-là, c'est plus le ministère là, qui va le gérer. Là. Les arbres appartiennent au ministère. Sargim, c'est une entreprise qui a évolué depuis sa fondation en 1982. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'historique de l'entreprise? Oui, au départ, c'était vraiment une entreprise en 1982 qui a été créée. Puis au fil du temps, c'est devenu une coopérative là, de travailleurs en 98, où ce que là, les gens se sont vraiment là, rassemblés parce qu'ils croyaient beaucoup en l'entreprise, donc ils ont investi, tout le monde a investi un petit peu à sa façon, pour en venir aujourd'hui, quelques années plus tard, à acheter la pépinière qui est à Baie-des-Chaleurs aussi, qui est avec nous dans la coop. Puis par la suite, on a développé à travers ça, au fil des ans, on a notre principal acheteur qui est le ministère, mais on a décidé aussi d'offrir, étant donné qu'on se spécialisait dans les arbres, on voulait en offrir aux gens de la population, aux gens aux alentours, qui puissent profiter un petit peu de notre expertise aussi. Donc, on offre différentes essences indigènes aux gens des alentours ou aux personnes qui se présentent ici. Puis on a mis dernièrement, là, depuis 4 ans, là, un service au point sur la compensation carbone. Qu'est-ce que c'est la compensation carbone? La compensation carbone, en fait, c'est un processus là, qui a été mis, c'est un service offert en ligne sur notre site internet, sargim.com. Vous pouvez aller, il y a le petit outil, l'onglet là, qui s'appelle compensation. Puis dans cet outil-là, on peut calculer nos gaz à effet de serre. Parce que les arbres, on le sait, c'est des capteurs. En fait, ils se nourrissent de CO2. Donc, durant leur croissance, là, ils vont vraiment en capter beaucoup. Fait que nous, on a fait la relation entre ce que les gens émettent en CO2 puis ce que l'arbre peut compenser. Donc, on est capable de dire, si, admettons, vous faites un voyage, vous travaillez, vous faites une réunion, on peut calculer tous les gaz qui ont été émis à travers soit les véhicules, soit l'électricité, le chauffage, différentes sources. Puis à partir de ça, on vous dit combien d'arbres ça prend. Je suis d'ailleurs très curieuse parce que, bon, on était à Rimouski, on a fait pas mal de chemin en Gaspésie justement pour venir faire le tournage ici. Donc, je suis curieuse de savoir combien d'arbres il faut planter pour compenser finalement nos déplacements. Oui, bien c'est sûr, c'est assez simple à compter. On pourra aller le calculer en calculant le kilomètre que vous avez parcouru.
peu, mais si vous voulez, je peux peut-être vous montrer avant là, la pépinière, vous montrer d'où partent les arbres là, avant de se rendre à la plantation. Oui, certainement. C'est vraiment impressionnant. Là. C'est des millions d'arbres là, qu'on a à côté de nous. Oui, en effet, là, on est en train de préparer là, autour de 3 millions d'arbres là, pour l'année prochaine. Donc, derrière nous, là, c'est principalement là, les plus gros formats là, qui sont présents. Bon, bien, on va aller voir ça. Manu? Bonjour, je m'appelle Tatsumi Komiya, d'origine japonaise et puis je viens d'immigrer à Capcha, ça fait 1 an et demi. Et enfin, j'ai ouvert mon atelier de verre l'année passée. Ça fait déjà 18 ans que je travaille avec le verre. Et en fait, quand j'habitais au Japon, juste à côté de chez moi, il y avait un atelier de verre. Et là-bas, on donnait le cours de verre. Donc j'ai pris et puis depuis à ce moment-là, je continue à faire des ouvrages. La plupart du temps, des gens ils disent oh c'est chaud. Oui, parce que la fournaise pour fondre de verre c'est 1100 degrés. On n'est pas habitué à ça. Donc tout d'abord c'est chaud, c'est magnifique. Mais je crois que tout le monde apprécie ça. Ça me plaît beaucoup. Je mets des lunettes de soleil parce que dans la fournaise, tout c'est très chaud et ça, il faut bien protéger des yeux. Si on ne met pas ça, ça risque de casser mes yeux. Je fais un peu de tout pour vendre mes pièces, mais sinon de temps en temps, je fais des pièces un peu sculpture. Ça ne se vend pas, mais c'est ce que j'aime. Après, je dois faire des pièces que je peux vendre. C'est deux types différents. Ouais. De verre sculpture, on n'est pas habitué. Du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ça. Sinon, il faut vendre, exposer dans une grande galerie. Mais ça fait pas très longtemps que j'habite au Québec, alors je ne connais pas beaucoup d'endroits pour vendre. Les souffleurs de verre, on doit apprendre, on doit pratiquer tous les jours. Donc, des produits comme utilitaires, ça me permet de garder ma technique et améliorer un peu tous les jours. Après, je peux modifier pour ma pièce personnelle. Les deux, c'est ensemble. Par exemple, le boule de Noël, ça se vend comme le petit pain. Ici et puis aux États-Unis, en France aussi. Au Japon, non, parce qu'il n'y a pas de la culture de Noël. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme le presse-papier ou quelque chose qui est petit, mais qu'on peut garder facilement. Oui. Grosse pièce, juste de temps en temps. Ouais. Au Japon, c'est partout entrée de la mer et il y a beaucoup de rivières, cascades. Ça ressemble un peu au Japon peut-être ici. C'est juste à côté de la rivière. C'est très paisible. Avant de venir ici, j'ai voyagé un peu partout au Québec, comme le Charlevoix, Mont-Tremblant et ici. Et puis honnêtement ici, la vie ça coûte pas cher et il y a des touristes qui vont venir. Gaspésie, on m'a dit qu'il y a 4 ou 5 Japonais qui habitent ici. La beauté, c'est partout. C'est juste qu'il faut trouver. Ça existe déjà. Ça fait déjà beaucoup d'années que je pratique, alors c'est comme je respire, je souffle. C'est vraiment très naturel. Si je ne travaille pas, ce n'est pas naturel.
Ça, c'est il faut réfléchir. Je crois que l'art, il y en a partout, partout, même dans le jardin, je ne sais pas. Juste pour moi, c'était le suffrage, mais chacun a son art pour soi-même. Et c'est bien de trouver sa passion. Ça donne la motivation pour vivre. Et puis, ça porte le bonheur, le joie, un peu de tout. Je me présente, Rémi Cloutier, guide-compteur au magasin général historique de l'Anse-à-Beaufils, puis je suis le coordonnateur du magasin aussi. Nous autres, qu'est-ce qu'on offre ici? C'est une visite guidée animée. On est des guides compteurs à compteurs, puis on fait revivre le magasin, comme du temps de la compagnie Robin. La compagnie Robin, bien, c'est l'histoire de la Gaspésie. Charles Robin va venir en Gaspésie en 1766, puis il va fonder un empire dans le commerce du poisson. Des magasins comme ça en Gaspésie, ils vont en avoir 21. Puis en 1972, la compagnie Robin démantelait les postes de pêche. La business pour les Robins n'a jamais été les magasins vraiment. La business pour les Robins, c'est le poisson, c'est la morue-sec. Eux autres, ils avaient un empire dans le commerce du poisson. Puis, dans les années 70, bien, mon père va pouvoir l'acheter parce qu'il démantelait les postes de pêche. Il a été actif vraiment jusqu'à l'an 2000 comme un vrai magasin général. Il s'appelait le Marché du Port. C'est suite au décès de mon père, le 18 juillet de l'an 2000, qu'on a décidé de remonter le magasin historique et de le faire revivre. Au site du banc à Passebia, qui font visiter les entrepôts de la compagnie Robin et des Boutilliers. Sur l'île Bonaventure, ils font visiter la maison Le Boutillier. Mais il n'y a pas de magasin général. Puis on sait qu'ils ont 21 magasins comme ça en Gaspésie. Mon père, c'était un ramosseux de vieillerie. Puis il gardait ça au deuxième étage du magasin. Puis quand on a remonté le magasin d'époque, 80 du matériel dans le magasin comme tel, on l'avait déjà. L'autre 20 va nous être passé par du monde de la place qui veulent s'identifier au projet. Puis des touristes qui viennent ici depuis 2000 ans nous emmènent des choses. Bien, c'est venu le magasin de tout le monde. Mais comme vous pouvez voir, le magasin, il est plein. Là, il n'y a même plus de place pour emporter des choses dans le magasin. Quand on a décidé de remonter le magasin d'époque pour la fête du travail, il y a un monsieur qui arrive au magasin. C'était un des amis de papa. Il s'appelait André Escogido. Puis par après, bien, il dit, moi, je suis un collectionneur d'outils. Dans la ferronnerie du magasin, on a monté plusieurs expositions, moi et André. On a monté construction navale de bateaux, calfatage de bateaux, cellier bourrelier harnacheur, souvenirs de pêche, toutes sortes d'expositions. Ça a été un succès aussi. Encore cette année, on a l'exposition Souvenirs de pêche qu'on fait revivre. Nous autres, on était des commis. Nous autres, on avait été dans le commerce tout le temps de notre vie. On avait fait un peu de sortes de choses. On commence ça, puis au début, bien, on ne savait pas trop comment faire pour animer. Tu sais, les choses, là, il faut les faire vivre. T'as beau avoir une belle artefact ou des choses comme ça, mais si tu n'es pas capable de la faire vivre, cette chose-là, c'est pas intéressant pour les touristes. Puis là, on a dit comment est-ce qu'on va faire pour faire une visite guidée animée, puis des choses comme ça. Puis là, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question aux touristes. C'est quoi vos attentes quand vous voyez le magasin général? Puis tout le monde a emmené des commentaires et de suggestions, puis des fois, toutes sortes de commentaires et de suggestions. Puis je te dirais, comme à la fin de l'année, on a commencé à avoir un début de visite guidée animée qui soit pas mal intéressante, des choses comme ça. Une femme et son mari qui s'aimaient tendrement jusqu'au soir où, malheureusement, le mari cracha à côté du crachoir. On a 8 animateurs-compteurs qui travaillent au magasin. Les animateurs vont faire la différence dans la visite guidée animée du magasin. On a développé la visite guidée animée en continu. On fait ça interactif avec le touriste, avec des parties théâtrales animées. La personne qui est en avant de toi, elle peut poser une question, elle peut interagir avec toi. Donc, il n'y a jamais une animation qui est pareille. Les autres, les touristes ont l'impression de participer. On les fait jouer des rôles dans le magasin, on discute avec eux autres, on les fait participer, on leur pose des questions. Puis ils nous suivent dans notre promenade, puis au fur et à mesure qu'on se promène dans le magasin, on change d'animateur. Ça veut dire qu'un touriste qui va rentrer ici va faire la visite à peu près avec 5 animateurs avant qu'il ait fait le tour du magasin au complet. Puis c'est une visite qui va durer à peu près 1h15, 1h30. C'est la force du magasin général, nos animateurs. Si on n'aurait pas nos animateurs, bien, je ne sais pas ce qui arriverait avec le magasin général. Mais un masque comme celui-là, combien de temps vous pensez que vous pouvez survivre? 1 heure.
30 secondes. T'étais mieux de garder ton souffle, finalement, hein? Habituellement, on roule avec des groupes de 20 personnes dans le magasin. 2 groupes de 20 personnes, on peut monter jusqu'à 24 personnes. Là, maintenant, on est limité à 2 groupes de 12 personnes pour avoir la distance entre chaque personne qui fait l'animation dans le magasin, puis distancer les familles, des choses comme ça. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Il y a encore une plus belle visite parce qu'ils ont plus d'espace dans le magasin. Fait que voilà, c'est notre culture en 2-0. On a les récipients de 25-310 ici. Ce que ça représente, ce que ça veut dire 25-310, c'est-à-dire que c'est qu'il y a 25 trous dans notre récipient avec 310 cc de terre. Puis ça, c'est notre principal produit. Donc ça, France, c'est une épinette qui a 2 ans. Elle va être plantée l'année prochaine, ça veut dire? Oui, exactement. L'année prochaine, elle va s'en aller en forêt. Ce qui nous reste à faire pour cette année, là, c'est que d'un, il faut former le bourgeon pour passer son hiver. On va refaire un petit peu de racines aussi à l'intérieur. Les plants vont s'étirer, puis après ça, ils vont être prêts là, au printemps prochain. Là. C'est tout doux. Oui, c'est tout doux. Ouais. On voit déjà que ceux-ci sont pas mal plus grands que les derniers. Est-ce qu'ils sont prêts à être plantés prochainement? Oui, exactement. C'est les plants qu'on livre cette année, donc qui s'en va là, cette semaine ou la semaine prochaine. Là, les livraisons prennent fin bientôt. Donc, c'est des arbres 3-0. Puis c'est le même format aussi qu'on va planter pour la compensation carbone. Donc, on va en avoir des plants pas mal similaires à ceux-là. Pas ceux-là, parce que ceux-là, c'est ceux qui appartiennent au ministère, mais qui ont été plantés là, vraiment pour la compensation carbone. Fait que ça donne le même format d'arbre. Puis avec une taille comme ça, j'imagine qu'on s'assure d'un succès quand on va le planter là, dans la nature. Oui, c'est sûr qu'étant donné sa hauteur, là, malgré ce qu'il va avoir au sol, cet arbre-là va prendre une dominance puis il va se démarquer à travers la broussaille quand il va arriver en forêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des hauts normes là, de qualité à respecter. Là, on a un petit livre, puis on est vraiment là, très structuré là, dans la qualité. Donc, plusieurs critères qu'on surveille là, quand on arrive au triage de nos petits arbres, puis qu'on met en objectif là, quand on produit les plants. Étant donné que ceux-ci, on ne peut pas les utiliser, je vais le reposer dans son trou, puis on va aller chercher nos arbres qu'on a besoin pour la compensation de carbone de notre voyage. Parfait, je te le dirige. Donc là, France, ça nous a pris environ 1000 km pour venir jusqu'ici avec notre véhicule de tournage, VUS et tout. Donc ça correspond à quoi là, au niveau du nombre d'arbres qu'on doit planter? En fait, on calcule ça en kilogrammes de CO2. Donc, pour le 1000 km que vous avez parcouru avec le type de véhicule que vous avez, on parle d'à peu près 473 kg de CO2. Puis, pour un arbre, capter ça, ça représente en fait 4 arbres qu'on va aller planter là, pour justement répondre à votre consommation là, de CO2. J'ai hâte, je suis prête. Alors, on y va. Fait que voilà, on arrive à l'endroit où on plante nos petits arbres. Devant nous, là, on a quelques années de plantation qui ont été faites. Là, on voit que les arbres sont tout petits, mais ça prend combien d'années avant que l'arbre arrive à maturité? C'est sûr que la moyenne des arbres, là, c'est à peu près 1 pied par année de croissance. Là, la première année, moins parce que les racines doivent vraiment s'implanter. Puis on garde les forêts, là, les banques de carbone, les puits de carbone, en fait, qu'on plante, on les garde pour 70 ans. C'est dur quand même! Y a-t-il une technique pour l'enfoncer ou? Un bon coup de pied. C'est sûr qu'avec des bottes à cap, ça va un petit peu mieux. OK, je l'ai. Bon, voilà, on a planté nos 4 arbres. Oui, fait que c'est parti pour la compensation. Finalement, c'est de nous sensibiliser, de nous conscientiser là, à notre empreinte écologique sur la planète. Oui, parce que c'est sûr qu'à la base, planter des arbres, oui, c'est une alternative, mais c'est pas la solution au problème. C'est vraiment de réduire nos gaz à effet de serre et essayer de l'éliminer le plus possible. Puis je pense que nos générations futures ont une grosse mission entre les mains, mais qu'il y a plusieurs avenues possibles là, qui se dessinent tranquillement. Bien, merci en tout cas de faire ces actions justement pour la planète, puis merci de m'avoir montré ce bel endroit ici à New Richmond. Ça fait plaisir de vous avoir reçu. Merci.